Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau géré et organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent ce qu'ils font et puis surtout ce qu'ils veulent faire, comment ils voient un peu la vie économique et sociale. Avec nous, Blandine Cordier-Palace, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice, fondatrice d'un cabinet de recrutement, BCP Partner, BCP sous initial, hein. Oui, Partner, ça fait faire une quinzaine d'années que vous êtes dans ce métier, un cabinet de recrutement spécialisé, puisque vous êtes spécialisé dans les cadres dirigeants. Voilà. Vous êtes chasseur de tête, comme on disait autrefois. Tout à fait. Vous regardez le paysage et puis vous voyez essayer de participer au mercato, s'il y a un mercato dans le monde des affaires. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Quels sont les besoins aujourd'hui ? Les besoins, ils sont très différents selon les postes, selon les secteurs. Dans tout ce qui est cadre dirigeant, on voit que les besoins sont importants parce qu'il y a un véritable renouvellement des générations et que les personnes qui dirigeaient avant le Covid notamment, ne sont plus... on ne recherche plus les mêmes compétences. C'est depuis le Covid. Le Covid a vraiment fait une fracture, a vraiment accéléré les choses parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait naviguer dans l'inconnu, il fallait être habitué aux incertitudes, être beaucoup plus agile, être capable de rebondir alors qu'on ne savait pas où on allait, être capable de prendre des risques qui n'étaient pas encore identifiés, être capable d'être beaucoup plus inspirant parce qu'il y a il y a aussi un renouvellement des générations et que les jeunes ne recherchent pas... Votre spécialité à vous, c'est les cadres dirigeants, les directions générales. Absolument. Les directions générales, et nous avons une niche historique parce que j'ai été avocat et directeur juridique dans une vie précédente. Ouais. Et donc nous avons... les fonctions support alors. Exactement. Le juridique, les fonctions support, la finance, les RH, le juridique et les risques. Et aujourd'hui, la RSE et la compliance, puisque ce sont des fonctions qui sont vraiment montées dans les organisations, avec l'évolution des réglementations, avec la complexification du droit des affaires, avec le fait que ça devient de plus en plus anglo-saxon, il y a des relations internationales, il y a des normes françaises internationales, des lois françaises internationales. Donc il y a un amalgame de réglementations qui font que tout le monde s'y perd et donc ces fonctions juridiques, compliance, risques sont de plus en plus importantes dans les entreprises pour que les dirigeants soient éclairés. Expliquez-moi comment vous travaillez, parce que c'est un peu secret quand même, confidentiel votre travail. Mais c'est ça qui est passionnant. Hein? C'est à la fois... Comment vous les cherchez, les Mbappé du juridique ou les Ronaldo de la finance? C'est là que le fait de connaître les métiers prend tout son sens. Moi j'ai évolué vers le recrutement parce que on m'a chassé sur un poste opérationnel comme directeur juridique et quand je suis rentrée dans la société, c'était pas du tout ce qu'on m'avait présenté dans la fiche de poste. Et quand on n'avait pas fait son boulot. Hein. C'est un peu ça. Et donc je me suis dit mais il y a une autre façon de faire ce métier quand on connaît le métier. Et donc je m'oblige à faire vraiment des présentations, à poser des questions aux clients pour être capable de bien décrire le poste à mes candidats. Et par exemple, j'ai recruté un directeur de la communication financière dans un groupe du CAC 40 un jour. J'ai vu la DRH qui m'a présenté le poste, le clone de celui qu'on remplaçait, et le lendemain, j'ai vu le directeur général. Rendez-vous d'une demi-heure. Ça a finalement duré 2 heures parce que je lui ai posé des questions sur ce qu'il attendait, son directeur de la communication financière, et quelle était sa stratégie pour les 5 prochaines années à venir. Et je lui ai dit, je dévoilerai pas votre stratégie aux candidats, mais moi j'ai besoin de savoir quelle est votre stratégie, si vous voulez vous ouvrir vers l'Asie, si vous voulez faire ceci, cela, pour savoir quel type de candidat recruter. Et j'ai fait tellement de communication financière quand j'étais secrétaire de conseil d'administration que je connaissais bien ces fonctions-là. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir une fiche de poste très précise et donc d'aller chercher les bons candidats, qui n'étaient pas ceux qui étaient dans le descriptif de la veille. Le marché, c'est un marché de produits rares, c'est un marché où vous trouvez des expertises, il y a des talents. Ça dépend des fonctions. Dans les directeurs généraux, on trouve, parce qu'effectivement il y a beaucoup de directeurs généraux, il faut trouver des personnes agiles, il faut trouver des personnes qui ont ces nouvelles compétences, ce leadership, mais comme il y a beaucoup de directeurs généraux, on fait notre marché. Dans nos fonctions... France, non, à l'international. À l'international. Parce que les groupes sont de plus en plus internationaux. Donc, ils ont besoin de recruter des profils de plus en plus internationaux. Avec des formations qui sont internationales. Exactement. Qui sont moins claniques que ça l'a été pendant une éternité. L'association des anciens d'HEC, c'est pas forcément la Bible. Non, mais c'est une base. Ouais. Ça reste une très bonne base. Parce qu'effectivement, ça donne un niveau. Et en France, c'est encore très, très reconnu. Donc, toutes ces grandes écoles sont encore très reconnues et on peut pas y échapper. Mais il y a des profils qui viennent sur le marché et qui viennent d'autres écoles
d'autres parcours très internationaux, ou alors des personnes qui sortent de ces écoles, mais qui ont des parcours à l'étranger, qui reviennent dans des groupes européens et qui apportent leur expérience à l'international. Et pour ces groupes qui ont besoin de s'ouvrir à l'international, c'est ce dont ils ont besoin, c'est ce qu'ils recherchent. Et ça, ils ont des mindsets complètement différents, donc ça ouvre des perspectives vers une autre façon de faire du business. Donc ces profils-là sont très intéressants. Et puis dans notre niche de juridique, compliance, alors le juridique, c'est une fonction qui a beaucoup évolué ces dernières années, parce que il n'y avait pas de culture en France du juridique, les dirigeants n'étaient pas formés au juridique dans les écoles de commerce, et en même temps, les juristes n'étaient pas formés au business dans les universités. Donc ça ne matchait pas. Aujourd'hui, les deux ont fait un chemin, et aujourd'hui, on réconcilie vraiment les directions générales qui sont sensibilisées à ces sujets juridiques. Le droit est vraiment devenu une arme économique, donc on ne peut plus s'en passer. Les Américains l'ont bien compris, et les dirigeants, le bras droit du dirigeant, c'est vraiment son General Counsel, qui est beaucoup plus important que le directeur juridique au sens français du terme, mais il ne fait rien sans demander au directeur juridique. Et on est vraiment vers cette évolution-là en France, parce que les réglementations sont de plus en plus complexes, le marché, le business... La voie royale, c'est le juridique pour vous? Non. Non, non, mais j'insiste parce que c'est tellement pas considéré en France et tellement pas valorisé. Tout le monde ne jure que par le digital. Tout le monde ne jure que par le digital, mais le juridique aussi, c'est digitalisé. Et ce qui est important, c'est que les dirigeants et les opérationnels se rendent compte qu'ils ont besoin d'intégrer les directeurs juridiques ou les équipes en amont des projets, plutôt que d'attendre le dernier moment pour faire appel à eux, qui soit la dernière roue du carrosse, et qu'il fallait tout refaire parce qu'il y avait des failles juridiques. Donc c'est pour ça que le juridique étant devenu vraiment une arme économique, il faut que les dirigeants s'en emparent et que la fonction juridique soit mieux positionnée dans les organisations. Les 2 ou 3 grandes évolutions que vous voyez se former là pour les 10 prochaines années, c'est dans le juridique, dans le digital? C'est les deux, parce que pour moi, le digital est un moyen, Oui. le juridique est un moyen, mais au service du business. Oui. Et c'est dommage de ne pas s'en saisir et de ne pas en profiter. Et en ce qui concerne le phénomène de mondialisation, sur lequel tout le monde débat aujourd'hui, Absolument. en pensant que beaucoup de choses vont changer, je ne crois pas pour ma part que beaucoup de choses changeront, mais il peut y avoir des modalités différentes. Comment vous voyez les choses ? Les modalités deviennent très très différentes, parce que justement cette mondialisation, ou en tout cas cette internationalisation, parce que tous les groupes ne sont pas mondiaux, mais les groupes, au fur et à mesure de leur développement, prennent des parts de marché à droite ou à gauche. Donc l'internationalisation fait que les groupes ont besoin de se structurer avec des talents qui sont plus internationaux. Donc c'est ça qui fait la grande différence par rapport à il y a quelques années, où effectivement les marchés étaient plus français. Et même les groupes qui sont français ou européens ont besoin d'avoir des personnes qui ont des parcours européens, parce que leurs fournisseurs, leurs clients sont ailleurs, et donc ils ont besoin. Parmi les valeurs auxquelles les chefs d'entreprise aujourd'hui sont très attachés, il y a l'éthique. Oui. Comment est-ce qu'on mesure l'éthique? Comment est-ce qu'on perçoit tout ça? C'est un très grand sujet. J'ai cofondé le Cercle de la Compliance il y a 13 ans, avec certains compliance officers et des avocats, des conseils, parce que justement c'était un sujet qui se développait dans les entreprises. Ça s'est beaucoup développé avec la réglementation, avec la conformité réglementaire dans les banques, il y a 20, 30 ans. Ça s'est développé dans les activités réglementées, l'industrie pharmaceutique, la défense, il y a plus de 20 ans. Mais dans les autres groupes, industrie, services, ça s'est développé avec l'influence du FCPA américain, qui pourtant est de 77, mais n'était pas appliqué beaucoup jusqu'il y a 10 ans, mais les États-Unis en ont vraiment fait une arme économique, et on l'a bien vu. L'application des sanctions de l'embargo à la BNP, qui avait fait du business en Iran, malgré l'embargo, 10 milliards d'amendes. Les sanctions russes, tout le monde maintenant sait ce que c'est que des sanctions. Donc tous ces sujets de compliance, tout le monde a découvert ce que c'était avec les sanctions. On a créé une agence française anticorruption en 2016 pour faire de la prévention de la corruption. Il y a de l'antitrust. Mais on a fait des progrès, oui. Alors, si on suit Transparency International, la France était au 23e rang. Cette année, elle est au 20e.
les progrès sont pas fulgurants. Hein. Et on est derrière un certain nombre de pays, même africains. Donc c'est pas très glorieux. Et le problème, c'est que tout le monde ne joue pas dans la même cour. Dans la corruption, par exemple, il y a toujours un corrompu et un corrupteur. Et qui est la poule et qui est l'œuf. Donc on a fait des progrès parce qu'on a transféré la responsabilité de tous ces sujets-là sur l'entreprise. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de recruter des compliance officers qui mettent en place une organisation pour s'assurer que chacun connaît et agit en application de la réglementation, qui est tellement confuse que tout le monde s'y perd. Ils mettent en place des process, mais sans rajouter des couches de process aux process existants, parce que l'accumulation fait que plus personne n'y comprend rien, et les process, tant qu'à faire, se contredisent, puisqu'on n'est même pas au courant des existants. Et donc, nous, on recrute des compliance officers qui sont opérationnels, pragmatiques, agiles, qui comprennent le business, et pas seulement qui mettent en place des process dont personne ne veut entendre parler. Et c'est justement l'intérêt d'avoir créé ce cercle. Et donc, j'en ai été vice-présidente pendant 8 ans, mais ça m'a permis de bien connaître les problématiques, parce qu'on organisait des conférences sur tous les sujets, connaître le réseau, connaître le marché, connaître les groupes, leur organisation, leur culture, et donc leurs besoins en fonction de leur exposition géopolitique, les dirigeants. Est-ce qu'ils étaient conscients? Est-ce qu'ils avaient été exposés dans une vie antérieure? Ou le sont-ils parce qu'ils sont dans tel ou tel secteur d'activité? Donc, tout ça, c'est compliqué. C'est hyper complexe. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire appel à des chasseurs, de préférence, qui sont spécialisés sur ces fonctions, parce que on fait du management du risque, on comprend les risques à appréhender. Et au départ, les groupes avaient beaucoup de risques financiers à appréhender, les risques traditionnels, comme on disait. Aujourd'hui, tous ces risques-là, ce sont des risques juridiques extra-financiers. Mais in fine, le bottom line, il est souvent financier. Donc, que l'entreprise ait des amendes, que l'entreprise soit impliquée dans un scandale, qu'il y ait un problème d'image et de réputation, évidemment, et qu'il faille qu'elle rame derrière pour remonter sa communication, pour communiquer énormément, pour remonter sa réputation et son image, ce sont des coûts monstrueux. Sans compter le fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sous monitoring, donc avec un contrôle des autorités américaines ou internationales ou françaises. Et risque d'abîmer l'image est fréquent et rapide. Et le problème, c'est que c'est ça. Oui, on met des années à construire une image, on met 3 secondes à la détruire. Deux petites questions pour terminer, qui vont vous paraître d'une banalité affligeante, mais enfin, c'est une question de journaliste, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se la posent. La première, ce sont des produits rares que vous recherchez, ce sont des produits chers, de plus en plus chers, ou pas? Il y a une inflation des rémunérations sur ces fonctions, parce qu'effectivement, tout le monde se les arrache. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont encore compétentes. Le marché est très international. Le marché anglo-saxon est très cher, parce que ces fonctions existent depuis beaucoup plus longtemps. Les entreprises sont beaucoup plus mûres sur ces sujets-là. Mais ils valorisent mieux aussi la deuxième question, et j'ai des étudiants qui parfois, quand je vais voir des étudiants, me la posent. Quelle est la voie royale pour la direction générale aujourd'hui? On a pensé au début du siècle dernier que c'était l'ingénieur. Après, on a dit que c'était le marketing. Après, c'était le financier. C'est quoi? Quelle est la voie royale qui vous paraît la plus droite? Pour moi, la voie royale, c'est encore les écoles de commerce, avec une expérience ou une école à l'international dans un premier ou dans un deuxième temps, des expériences à l'international pour vraiment avoir une vision internationale et pas focus français. Et surtout une personnalité très agile et qui va permettre de s'adapter à des environnements de plus en plus mouvants et sur lesquels la réactivité, la proactivité, le fait d'être inspirant pour les jeunes générations et pour les moins jeunes d'ailleurs, parce que maintenant, ce qu'on recherche d'un leader, c'est il y a plus de hiérarchie, enfin moins de hiérarchie dans les entreprises, c'est beaucoup plus horizontal. Donc les codes, les managers, mais exactement, c'est exactement ça. C'est horizontal, donc il y a des codes à respecter. Donc il faut connaître ces codes-là, mais ce n'est plus la hiérarchie qui fixe le code. Ce sont des valeurs d'entreprise dans lesquelles les salariés et toutes les parties prenantes se retrouvent. Mais en même temps, pour ça, il faut être inspirant. Il faut avoir de l'exemplarité pour donner envie de suivre. J'ajoute avant de terminer que vous avez fait un livre, Donner du souffle à votre gouvernance. Qui est un livre qui rassemble toutes vos expériences et puis vos conseils aussi. Oui, absolument. Et c'est un livre sur les évaluations de conseils d'administration et de comités de direction que nous menons également et qui permettent aux dirigeants d'avoir des feuilles. Un gros livre, mais qu'on peut picorer. Mais absolument. Voilà. Il y a un site internet aussi. Oui, un site internet, bcppartners.com. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Silas.